dispositifs et acteurs du financement en Silver Economy. Je prends juste quelques instants pour me présenter. Donc, Julien Meunier, je suis associé chez KPMG depuis 21 ans au sein du cabinet et depuis un petit peu moins de 10 ans à animer une équipe qui s'appelle Croissance Innovation et qui m'amène globalement à être très en connexion avec les différents écosystèmes de l'innovation de la région, donc forcément Rasanté, le Clubster, NSL, Euralimentaire, mais aussi d'autres acteurs comme Euratechnologie, qui peut accompagner des structures qui aujourd'hui, au travers d'objets de connectés ou de développement d'applications, souhaitent adresser le secteur de la santé au sens large et la silver economy plus particulièrement. Très présent dans cette chaîne de l'innovation et de la santé. Et puis, pour présenter rapidement le cabinet, KPMG, généralement, on connaît, mais on a surtout l'image grand compte. Ce qui fait que j'interviens aujourd'hui auprès de vous, c'est parce que j'ai, entre guillemets, l'habitude d'accompagner des structures qui sont en démarrage ou qui sont en plein développement dans leur croissance, avec deux casquettes, le sujet de la fiscalité de l'innovation, crédit impôt recherche, statut JEI, crédit impôt innovation, et puis le sujet du financement de la croissance. Voilà, donc on sort pas mal d'études, le baromètre des EHPAD. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester également. Je pourrais vous faire suivre l'étude qui est sortie en décembre 2021. Puis bien sûr, on intervient sur les sujets de vision à plus long terme sur le secteur de la santé et tout ce qui va toucher autour de la croissance avec des études comme le TechPulse. Voilà, assez parlé de moi, rentrons dans le vif du sujet. Je me suis permis de faire un petit extrait de l'incubateur Silver Eco de Rasanté, hein, qui est basé donc en région de France. Le marché de la Silver Eco, je ne vais rien vous apprendre de très nouveau, mais c'est un marché qui est en très très forte croissance avec le vieillissement de la population, avec l'allongement de la durée de vie, et donc la nécessité aujourd'hui d'offrir des conditions d'accueil, de soins, la possibilité d'être de plus en plus en maintien à domicile pour nos aînés. Du coup, c'est un marché qui aujourd'hui est très mature et qui est en attente, j'ai envie de dire, d'évolution, d'innovation pour répondre au mieux, encore une fois, aux besoins de nos aînés. Euh, c'est ce qui fait que la présentation, elle va quand même être teintée pas mal sur les dispositifs de l'innovation et puis sur les sujets de subventions à aller chercher. Donc bien sûr, c'est un marché aujourd'hui qui concerne énormément d'acteurs, les corporates, hein, donc les grands groupes, mais aussi les TPE, PME qui sont au sein notamment du cluster et qui parfois travaillent seuls ou en consortium sur des sujets d'innovation produit, notamment, et à la fois technologique et sur les produits, on va dire, autour de l'accueil de nos aînés, les EHPAD, les structures de santé, les institutionnels, et notamment des partenaires de l'incubateur Silver Eco comme la CARSAT, Malakoff, Humanis, AG2R et Santélis. On ne citait que, bien sûr, même s'il y a énormément de monde qui gravite autour de ce marché. L'objectif, donc, c'est d'échanger sur les acteurs et les sources de financement possibles autour des projets Silver Economy. C'est d'essayer de vous permettre, au travers de nos échanges, de peut-être mieux planifier et structurer votre stratégie de financement en lien avec la stratégie de votre projet, hein, sachant que, encore une fois, un certain nombre de financements et de dispositifs dépendront à la fois de la maturité de votre projet. Hein. Est-ce qu'on est en entreprise en création? Est-ce qu'on est encore au stade de l'idéation ou du développement d'un prototype? Ou est-ce qu'on est dans des logiques un peu plus poussées, c'est-à-dire qu'on a la preuve de concept, on a fait des tests et aujourd'hui on est plus dans une logique de déploiement technique, commercial, d'industrialisation, voire même d'adresser le marché à l'international. Et le deuxième élément clé dans tout ça, en fait, c'est votre business model, puisque en fonction de ce que vous aurez choisi comme business model, ça va induire un certain nombre d'investissements matériels, un certain nombre de recrutements, et donc une enveloppe de financement qui va être plus ou moins importante. Les étapes, quelles sont-elles? C'est maîtriser la chaîne du financement, de l'innovation, mais pas que. Savoir construire et présenter quand même son prévisionnel financier pour convaincre les investisseurs et les financeurs que l'on va solliciter, mais surtout pour définir le bon besoin de financement. Et enfin, aller chercher les financements non dilutifs disponibles. On a pas mal de structures qui accompagnent aujourd'hui dans le cadre on va dire, de l'amorçage et des premiers fonds à aller chercher en dilutif, mais il y a aussi les partenaires bancaires à solliciter et potentiellement les subventions à aller chercher pour conforter le tour de table. Voilà, donc j'ai prévu de vous parler de ces sujets-là en deux étapes. La première, c'est sur la chaîne du financement et le prévisionnel financier qui nous aide à définir le besoin. Et puis, on fera un focus sur le financement non dilutif.
Alors, j'enfonce des portes ouvertes, donc je vais très vite. Comme je le disais, le marché, il attend surtout de l'innovation, innovation produit, innovation service. Et donc, je rappelle quand même que derrière toute innovation, il y a des logiques de propriété intellectuelle. Et donc, il peut être intéressant d'aller chercher du financement qui va vous permettre de financer les premières dépenses de propriété intellectuelle, d'innovation, de dépôt de brevets, etc. Qui dit innovation dit souvent des projets qui sont gourmands en capitaux, parce qu'on peut avoir à financer en fonction du stade de développement des études préalables, de la mise au point de prototypes, comme je le disais, mais aussi des logiques d'industrialisation, beaucoup de recrutement, du lancement commercial qui peut être à réaliser. Et donc, on est dans une enveloppe de financement qui est importante et avec des types de financement qui sont à solliciter en fonction de la nature de vos dépenses. Selon qu'on est sur un investissement matériel, on va peut-être pouvoir solliciter davantage de la subvention et du financement bancaire, alors que quand on est sur du financement plutôt de recrutement, de développement commercial, de communication, à ce moment-là, les banques n'ont plus la possibilité de prendre des garanties sur les financements, enfin, sur les investissements réalisés. Et donc, c'est plutôt vers des logiques de fonds propres et d'aller chercher des structures d'accompagnement d'investissement en amorçage, voire en capital risque. L'idée, encore une fois, c'est que au travers de cela, on ait un document financier qui vous permette de mesurer le temps d'investissement préalable, et il faut bien sûr celui-ci soit raisonnable avec un retour ou on va dire plutôt un arrivé au seuil d'équilibre, au seuil de rentabilité, pour que finalement les profits qui sont envisagés compensent les risques qui sont pris. Voilà, donc je ne vous ai rien appris quand j'ai dit ça, mais ça resitue le contexte. On a forcément des incertitudes techniques fortes, des incertitudes commerciales aussi qui peuvent être importantes. Et puis on est dans un secteur qui est mouvant, avec une réduction du cycle de vie des produits, avec une intensité concurrentielle et technologique qui est très très forte sur le marché. Et donc, même si le marché présente un énorme potentiel de croissance et des attentes fortes, il faut anticiper au maximum la démarche financement pour finalement ne pas perdre de temps, conserver cette avance que l'on a et pouvoir adresser le marché au plus vite. Alors, je vais aller assez vite sur les modalités de financement en fonds propres, mais bien sûr, il est important de conforter au maximum les apports des fondateurs pour les structures qui sont en création, hein, puisque je sais qu'autour du webinaire ici, on a des structures qui sont toutes récentes et on a des acteurs qui sont beaucoup plus matures et peut-être un peu plus importants en taille. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de fonds propres qui soit le plus élevé possible pour faire ce qu'on appelle l'effet levier et d'aller chercher un certain nombre de dispositifs. Donc on ne néglige pas les apports en nature au départ, même si on peut créer une entreprise aujourd'hui avec 1 euro, 100 euros ou 1000 euros de capital, mais on sait qu'on est très très vite limité. Ne pas hésiter à intégrer des apports en nature et toutes les phases de recherche, de dépenses et le temps consacré sur la phase amont, avant création de l'entreprise. Et puis très vite aller chercher les dispositifs qui vous permettent finalement de réunir allez, 100 000 premiers euros. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal d'acteurs sur le territoire et au gré des différentes bourses French Tech, pour reprendre quelques terminologies, premières aides à l'innovation sous forme d'avance remboursable, les prêts d'honneur que l'on peut aller chercher auprès d'acteurs comme Odéfi, qui est l'équivalent d'un réseau entreprendre orienté sur les projets innovants, les réseaux France Initiative, les cigales, tout ça vous permet de conforter en tant que fondateur votre niveau de fonds propres initiaux. Et puis bien sûr, derrière, aller frapper aux bonnes portes au sein de l'écosystème pour chercher les subventions, notamment liées à l'innovation, mais pas que, on verra tout à l'heure. Pourquoi pas participer à des appels à projets, à des concours qui vous permettent d'obtenir des bourses, des subventions ou de l'accompagnement sur l'engagement de certaines dépenses. Et puis, en phase, j'ai envie de dire suivante, les business angels, les associations de business angels, hein, les BA, et puis les fonds régionaux d'investissement qui généralement font l'amorçage et qui vous permettent de faire le lien avec l'ensemble de l'écosystème. Alors, ce petit graphique-là, il peut vous faire peur, mais il est à la fois complexe et très synthétique. Finalement, quand vous regardez un petit peu les éléments sur l'axe de temps, hein, qui est la courbe des abscisses, vous avez la logique de temps, et donc plus le projet est avancé, et plus on va dire le degré d'incertitude lié au projet, il est faible. Puisque j'ai formulé mon idée, j'ai peut-être fait le POC, ensuite j'ai travaillé en mode prototypage, et puis ensuite derrière vient le temps de la finalisation de la R&D, et puis du lancement et de l'industrialisation du produit. Mais en fait, au gré de chaque étape, on a un acteur qui est BPI, qui est l'acteur incontournable aujourd'hui sur la région, mais aussi au niveau national, bien sûr, qui vous permet de vous accompagner en allant chercher
de la subvention, de l'avance remboursable, des prêts participatifs ou des prêts à taux zéro dans le cadre d'enveloppes et de lignes de financement qui sont dédiées, alors soit à la taille de votre entreprise, soit au type de marché auquel vous vous adressez, hein. Donc on va être sur des verticales métiers avec des aides qui peuvent être liées au secteur de la santé plus spécifiquement, soit à la nature de vos investissements. Et encore une fois, on va parler de biens matériels ou de l'immatériel, voire de la R&D. Ensuite, vous avez cette logique de palier avec les petits tirés, hein. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a ces logiques de petits paliers avec tout ce qui est love money, concours, etc. que j'évoquais juste avant, les premiers fonds obtenus auprès des business angels, et puis va venir, une fois que la R&D est un peu plus finalisée, ou en tout cas qu'on sort ou qu'on arrive sur la phase de POC, la logique de fonds d'amorçage qui va vous permettre de faire les premiers recrutements et d'aller adresser un petit peu plus le marché avant d'aller sur des étapes suivantes, la série A, la série B, la série C, qui là vont correspondre à des stades de développement plus importants. Donc moi, là où je voulais vous sensibiliser, c'est sur le fait que à chaque étape et à chaque selon le degré de maturité de vos entreprises, il est important de vous adresser aux bons interlocuteurs. Pourquoi? Parce que alors, cette cartographie-là, elle n'est pas actualisée, hein. Je l'utilise, je crois, depuis 5-6 ans. Mais l'idée que je veux absolument que vous reteniez, c'est la suivante, c'est qu'il y a énormément d'acteurs et il y a énormément d'argent sur le marché. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de vous différencier par rapport à tous les autres, entre guillemets, entreprises porteurs de projets qui solliciteront comme vous les investisseurs, les financeurs. Et puis, je fais un focus particulier sur la partie en haut à droite, hein. Donc, on va chercher les fonds régionaux, mais chacun des fonds régionaux a différents outils et véhicules d'investissement. Et donc, c'est important d'aller chercher Finovam, IRD, Captech Santé, NFA et bien d'autres acteurs sur la région qu'on évoquera un petit peu après au bon moment, et surtout d'aller chercher les bons interlocuteurs et les solliciter sur les bons outils pour ne pas perdre de temps de votre côté, et puis surtout, encore une fois, pour avoir le meilleur écho possible auprès d'eux et ne pas perdre de temps dans l'obtention de ces fonds. Donc là, il y a la dimension régionale qui est importante par rapport aux critères géographiques. Et puis, il y a le sujet finalement de la verticale métier. Sachez qu'il y a des fonds spécialisés qui existent. Bon, j'en ai mis quelques-uns là. Il y a Xeris, il y a Seventure qui sont assez connus, Sofinova. Mais j'attire votre attention sur le fait que souvent, ces fonds dédiés et spécialisés ont éventuellement, je dis bien éventuellement parce qu'ils ne l'ont pas tous, un outil pour intervenir en amorçage, mais dans la majeure partie des cas, on va plutôt chercher ces fonds-là dans un temps 2, au moment de la série A, et on va plutôt s'orienter vers les fonds régionaux sur la partie amorçage. Alors, je le précise parce que je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui euh, voilà, font des recherches, investisseurs dans silver economy, investisseurs en santé, investisseurs en objets connectés ou en dispositifs médicaux dédiés à la santé, etc. Et puis, il y a ces noms-là, ces fonds-là qui ressortent, et puis on prend contact. Et puis, en fait, ces gens-là, bah, ils vous écoutent, hein, avec une oreille attentive. Ils prennent de l'information sur vos projets, quelques chiffres. Et puis souvent, quand vous avez fini la présentation, ils vous disent, vous avez un chouette projet, mais nous, on intervient sur des enveloppes qui sont très importantes, plutôt un stade de série A et pas d'amorçage. Et donc, revenez me voir dans 18-24 mois. Donc, vous êtes content, vous avez une oreille très attentive, vous avez une marque d'intérêt pour l'avenir, mais malheureusement, vous avez perdu du temps. Et puis surtout, vous êtes peut-être tiré une balle dans le pied, excusez-moi l'expression, en transmettant des chiffres aujourd'hui qui vont être recomparés dans 18-24 mois. Et quand même, dans la majorité des cas, et par retour d'expérience, on est plutôt en retrait par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps à expliquer en quoi vous êtes en retrait par rapport à ce que vous aviez communiqué 18 mois avant. Et surtout, on va s'attarder sur l'historique et non pas sur l'avenir sur votre projet. Donc, on va chercher les bons interlocuteurs, encore une fois, au bon moment. J'insiste vraiment dessus parce qu'on peut perdre un temps fou. Alors, toujours en extrait de la présentation de BPI, hein, que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Voilà, on a les quelques acteurs qui sont là et qui avaient été repris, hein. NFA qui est un fonds, ce qu'on appelle un fonds suiveur, et donc qui vient en complément d'un fonds que vous allez chercher type Finovam ou Captech Santé, mais on a IRD, on a Normandie Capital Investissement. Voilà, je vous invite encore une fois, à consulter l'écosystème, à vos structures d'accompagnement et à vos conseils pour venir encore une fois, choisir les bons interlocuteurs.
qui va mener un petit peu, on va dire, vos échanges et ce qui va guider votre besoin en financement. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça va être le business model. Le business model, qu'est-ce que c'est, grosso modo, hein, c'est la façon dont vous voulez adresser le marché, la façon dont vous voulez transformer votre idée finalement en chiffre d'affaires rentable. Et j'insiste bien dessus, hein, à partir du moment où vous allez chercher des interlocuteurs type investisseurs, il y a toujours cette logique de rentabilité derrière un coin de la tête. Quand vous allez chercher une banque, ce qui l'intéresse, c'est non pas de prendre des risques, on en parlera plus tard, mais c'est de s'assurer que vous allez rembourser, entre guillemets, les fonds qui vont vous être prêtés. Mais surtout, ce qui compte, c'est que vous identifiez les moyens. Encore une fois, je vous fais un retour d'expérience. J'ai malheureusement trop peu d'entreprises qui identifient immédiatement, on va dire, les bons moyens et surtout qui identifient correctement le volume de dépenses et qui parfois, alors c'est facile pour moi de le dire hein, parce que c'est pas moi qui engage entre guillemets l'entreprise, mais qui sont parfois un petit peu petits bras, donc excusez-moi l'expression, mais en partant avec peut-être des embauches sur des personnes qui sortent un peu d'études et qui manquent un peu d'expérience et qui vont aller chercher, ce que je dis, hein, encore une fois je caricature, mais une armée de stagiaires plutôt que d'aller chercher peut-être quelqu'un d'un peu expérimenté mais qui va coûter très très cher et du coup qui définissent une enveloppe peut-être de financement qui va être autour de 300 000 à 400 000 euros, quand en réalité, il en aurait peut-être fallu 500 ou 600 000 euros en ayant, on va dire, les moyens de ses ambitions et en allant chercher des interlocuteurs qui coûtent peut-être plus cher mais qui ont du réseau, en investissement sur des technologies qui sont peut-être un peu plus coûteuses mais qui permettent d'assurer techniquement et d'être au rendez-vous sur la promesse qui est faite aux clients et sur l'expérience utilisateur, et peut-être en commandant sur des plus gros volumes, donc qui nécessitent beaucoup plus d'argent pour réduire les coûts de production et peut-être avoir un positionnement prix sur le marché qui va être un peu plus important. Donc vraiment, j'insiste dessus, identifier les moyens qui vont vous permettre de transformer ce chiffre d'affaires en rentabilité. Donc encore une fois, tout ça est lié à votre capacité à avoir peut-être un peu sondé le marché, à avoir ce qu'on appelle des metrics qui vous permettent de définir votre positionnement prix, d'avoir une petite idée de votre capacité à transformer des premières prises de contact en propositions commerciales et ensuite derrière en signature de commande. C'est aussi votre capacité à réunir autour de vous une équipe, des compétences, de l'expérience, avec un petit acronyme que je vous ai mis, hein, le TCM, qui est la dimension technique. Euh, Travailler avec des sous-traitants, c'est bien, mais ça veut dire aussi que vous êtes dépendant d'eux dans la sortie on va dire, des solutions techniques de votre prototype, et c'est souvent ce qui met à mal, on va dire, les projets. Donc, si on peut internaliser au maximum ces compétences-là, on le fait, même si on est bien conscient que ça coûte pas mal d'argent. Et encore une fois, d'où l'intérêt de bien quantifier votre besoin financier. La dimension commerciale, avec les bons canaux de communication et les bons recrutements pour constituer votre force commerciale propre, ou alors la négociation et le choix des bons distributeurs pour vous accompagner sur le marché. Et puis la dimension managériale hein, pour le M, qui est, on va dire, les compétences clés réunies autour de l'équipe et au sein de l'équipe pour accompagner la croissance, pour scaler le modèle. Hein, excusez-moi, il y a pas mal d'anglicismes, mais c'est venir le déployer à l'échelle locale, puis régionale, puis nationale, voire internationale, en constituant, on va dire, des équipes et en ayant du management intermédiaire qu'on a tendance un peu à oublier quand on fait les prévisions financières et qui font qu'on sous-estime le besoin financier encore une fois. Voilà. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'on n'est pas sur une logique, enfin, on n'est pas sur une intervention autour du business plan, mais je voulais encore une fois rappeler quand même ces éléments-là qui sont des fondamentaux et qui nous permettent finalement d'avoir cette enveloppe financière globale et d'avoir cette décomposition de l'investissement. Voilà. Pour faire simple, j'ai besoin de 500 000 euros. Sur les 500 000 euros, j'en ai 200 000 euros qui vont être dédiés à la R&D pour faire du recrutement d'ingénieurs, pour financer des dépenses de prototypes, du dépôt de brevets. J'ai peut-être 150 000 euros pour acheter les premiers investissements matériels pour avoir ma première ligne de production si je suis en production, pour financer mes premiers moules si je sous-traite auprès d'un fabricant mon produit. Et puis, j'ai toute la dimension commerciale, marketing, qu'il ne faut pas le négliger, qu'il faut anticiper et qui est nécessaire pour se faire connaître et pour déployer vos solutions, vos produits sur le marché.
Ensuite, une fois que j'ai réuni l'ensemble de ces informations-là, bah, il faut que j'aille chercher mes interlocuteurs, mes fonds d'investissement, mes banques, voire les corporates, puisqu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui cherchent, entre guillemets, à étoffer leur offre ou à trouver des partenariats pour proposer des solutions clés en main au marché et avoir les solutions les plus complètes pour finalement être différenciants par rapport à leurs concurrents. Et puis enfin, encore une fois, on limite le nombre de prévisions établies, ça c'est vraiment important, hein. Je prends le temps de construire mes prévisions et quand elles sont définies, je les communique sur le marché, mais je ne mets pas des version 2, version 3, version 4 qui vont mettre beaucoup de doutes dans la tête de vos investisseurs et de vos financeurs. Alors je vais très vite, hein, mais quand vous parlerez quand vous évoquez votre business plan et quand vous travaillez sur vos prévisions financières, il y a toute une partie après de présentation de votre projet qui va être axée autour du dirigeant, autour de son équipe. On montre bien qu'on connaît son marché, forcément. Euh, Là où il n'y a pas de concurrence, pour moi, il n'y a pas de marché, hein. J'ai toujours un peu peur quand on me dit qu'on est les seuls à faire ou qu'il y a personne qui sait faire comme nous. C'est peut-être que finalement, ce qu'on veut développer ou le produit ou la solution qu'on veut mettre sur le marché, bah, elle ne répond pas tant que ça aux besoins. Euh, En quoi vous êtes capable de défendre et de positionner votre produit et de préserver votre avantage concurrentiel. L'approche commerciale marketing, on en a parlé. Et puis, qui dit innovation, dit capacité, encore une fois, à valoriser votre technologie, la protéger avec les brevets. Et ça fait partie aussi des dépenses qui sont à prévoir et des dispositifs à aller chercher, puisqu'on a pas mal d'aides et de subventions autour des dépenses de propriété intellectuelle. Voilà, donc en synthèse, une fois que j'ai fait mon prévisionnel financier et que j'ai bien défini mon besoin, finalement, je dois faire ce que je vais appeler euh, l'établissement de ma stratégie, on va dire, de financement. Et c'est là où on va commencer à rentrer sur bah, comment j'obtiens notamment les financements non dilutifs, puisque là, on a vu toute la partie présentation pour conforter les fonds propres et pour aller chercher les business angels et les fonds d'investissement. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a conforté nos fonds propres, vient le temps d'aller chercher les financements non dilutifs. Alors, je dis vient le temps. euh, c'est d'abord obtenir les fonds propres pour aller chercher le reste, parce que si vous n'avez pas vos fonds propres, si vous n'avez pas convaincu les investisseurs, le levier bancaire, vous ne pourrez pas aller le chercher. Et on a pas mal de dispositifs de subvention qui sont liés, on va dire, à un certain niveau de fonds propres. Ou alors vous avez des subventions qui financent 30, 40, allez, parfois 50%, voire 100% sur des programmes, mais c'est très exceptionnel. On est plutôt sur des fonds européens ou autres qui sont sur des très très grosses enveloppes et sur des consortiums. Mais on a généralement allé entre 30 et 50% de financement de vos dépenses. Et donc ça veut dire que pour obtenir 100 000 euros de subvention, il faut être capable d'en dépenser 200 quand on a un financement à 50%, voire 300 000 quand on a un financement à un tiers. Et donc ça veut bien dire que tous ces financements-là, vous ne pouvez aller les chercher qu'une fois que vous avez fixé votre tour de table. Mais pour autant, ce sont deux démarches. La première autour des fonds propres et en parallèle, celle autour des financements bancaires et des subventions au travers de structures comme BPI. Mais ça peut être d'autres structures qui sont un peu plus euh, spécialisées sur vos verticales métiers. Je pense à l'ADEME quand c'est l'énergie, hein, rien à voir encore que avec les secteurs de la silver economy. Mais voilà, on a pas mal de structures qui mettent en place des programmes de subvention. Alors, le financement bancaire, moi, je vous fais un retour d'expérience. J'ai des entrepreneurs qui parfois me disent la banque, elle est gentille, je lui parle, mais elle comprend rien, et puis surtout, elle veut pas prendre de risques. Je lui ai mis un super projet, je lui ai expliqué comment j'allais fonctionner, et puis elle veut pas me prêter les 100 000, 150 000 euros que je sollicite. Je le rappelle, et c'est écrit en rouge, là, sur la partie un peu basse du slide, la banque n'est pas là pour prendre des risques. Et en fait, si vous passez de l'autre côté du miroir et que vous glissez dans la peau du banquier, imaginez-vous en tant que banquier avec un entrepreneur qui vient vous voir, qui vous présente un projet avec un fort développement, un fort potentiel de développement, qui vous sollicite pour 150 000 euros. Ben en fait, il vous fait confiance, il vous met à disposition les fonds, enfin plutôt vous lui faites confiance et vous lui mettez à disposition les fonds. Et puis bah, la boîte devient une success story et puis elle grossit très très fort et elle prend une valeur monstrueuse. Et là, à ce moment-là, vous êtes content parce que vous avez réussi votre pari, entre guillemets, d'accompagnement et de financement de la boîte. Mais au final, à part vous faire rembourser le principal et les intérêts, vous n'avez pas gagné d'argent.
Alors que l'investisseur, business angel, fonds d'investissement, lui va certainement prendre une plus-value à la sortie de l'investissement et va récompenser, entre guillemets, sa prise de risque. Donc la banque, et je le rappelle, elle est orientée cash, elle est orientée sur la capacité pour vous, en tant qu'entrepreneur, entreprise, à honorer vos engagements financiers, souvent à une vision à 3 ans, parce que c'est les règles prudentielles qui lui imposent ça. Et donc, du coup, vous devez absolument intégrer ça dans la présentation des éléments et accepter peut-être de consentir un certain nombre de garanties. Alors attention, quand je parle de garanties, je ne parle pas de garanties perso, parce que ça, il faut absolument les proscrire et les éviter. Mais quand j'ai un investissement sur des machines, bah, pourquoi pas passer par du crédit bail, qui vous permet plus facilement pour le banquier de vous prêter les fonds. Pourquoi? Parce qu'il reste propriétaire de la machine jusqu'au complet paiement des loyers et jusqu'au paiement de la valeur de rachat. Et donc, si demain, malheureusement, l'entreprise est défaillante, il aura toujours la possibilité de récupérer le bien et de le replacer, pourquoi pas, sur un marché de l'occasion. Alors vous allez me dire, il faut qu'il puisse y avoir un marché de l'occasion, c'est vrai, mais on a un certain nombre de dispositifs qui généralement qui sont éligibles, on va dire, à un marché de l'occasion. Si vous avez du financement de besoin en fonds de roulement à faire, bah, peut-être passer, même si c'est coûteux, par du dispositif d'affacturage qui va vous permettre de prendre de la garantie sur la créance client et finalement d'obtenir un peu de fonds. Voire sur des dispositifs de l'innovation comme Neftis, qui préfinancent du crédit impôt recherche et qui vous permettent, même si c'est un peu coûteux, d'obtenir en amont une nouvelle source de financement en plus des différentes aides et subventions que vous aurez pu aller chercher. Bref, la banque, on ne la néglige pas parce que c'est un moyen pour vous d'obtenir du cash et de limiter votre dilution, donc le fait de concéder une partie de l'entreprise. Le deuxième sujet, il est d'aller chercher donc de la subvention. Subvention ou des aides, on va dire, et des dispositifs de financement qui sont un peu hybrides. Et donc là, je me suis permis de reprendre à nouveau un extrait de la présentation de BPI en juin 2022. Bon, je pense que vous connaissez tous la BPI. J'espère que vous avez tous en tête les interlocuteurs de la BPI. Alors, il y avait Marie-Laurence Descamps qui quitte la région, hein, mais qui était très, très implantée, très présente sur l'écosystème santé et notamment sur les projets biotech, mais pas que. Et puis Martin Piskorski que j'ai entouré, hein, qui sont les deux interlocuteurs autour des projets santé, e-santé, health tech, etc. Donc voilà, donc Marie-Laurence, là c'est tout récent, elle change de fonction et elle sera remplacée, donc ça va se mettre en place. Mais moi j'attire votre attention sur le fait que BPI est régionalisé. On a aussi des interlocuteurs pour Amiens-Compiègne, hein, puisqu'on n'est pas qu'autour de la métropole lilloise, on a peut-être autour du webinaire des structures qui sont à la fois positionnées sur l'île, mais ailleurs dans la région. Et donc c'est important d'aller les solliciter, un peu en amont, mais pas trop non plus, hein. Faut quand même qu'on ait une certaine vision de votre produit, de ce que vous voulez faire, etc. Mais ne pas hésiter à les solliciter pour évoquer un petit peu tout votre plan de dépenses et eux seront de parfaits guides pour venir vous emmener vers les différents dispositifs qui sont existants. Sachant que quand on va voir BPI, il y a une règle d'or qui est importante. C'est la première chose, c'est qu'à chaque fois le dossier doit être instruit et donc en respectant, on va dire les éléments qui sont à joindre au dossier. On est toujours pour BPI dans une logique de 1 euro d'apport pour 1 euro de financement. Ça veut dire encore une fois, et j'insiste dessus, qu'il est primordial pour vous d'avoir un niveau de fonds propres important. Donc en faisant la démarche en parallèle auprès des investisseurs. Et d'ailleurs, souvent, on a des accords de principe de BPI qui valident entre guillemets vos dossiers, sous réserve de justifier de votre levée de fonds pour pouvoir débloquer les financements. Et donc là, c'est aussi intéressant parce que ça vous permet de communiquer vis-à-vis des investisseurs en disant j'ai déjà un accord de principe pour obtenir telle subvention ou telle avance financière de BPI dès lors que je bouclerai la levée de fonds avec vous. Et puis un élément qui est important et qu'on néglige un peu, c'est que pour obtenir un certain nombre de subventions, et notamment celles autour de BPI, il y a un élément, j'espère que vous voyez ma souris, qui est en bas à gauche, qui est que l'entreprise ne doit pas être en difficulté au sens européen. Et en difficulté au sens européen, ça veut dire que vous ne devez pas avoir un niveau de fonds propres euh, inférieur à la moitié du capital social. C'est même pas des fonds propres négatifs. Et donc, ça veut dire que vous devez être aussi vigilant sur le timing de vos opérations et sur la maîtrise de vos dépenses pour ne pas avoir des fonds propres qui soient trop dégradés.
Je vous ai parlé de BPI, je vous ai dit qu'on avait un certain nombre on va dire d'acteurs, hein, du financement. Sur la région, on a beaucoup de financements qui sont existants, voire même du cofinancement en appui de BPI. D'ailleurs, on a beaucoup de subventions et d'avances remboursables ou autres financements prêts à taux zéro qui sont cofinancés avec une part couverte par le ministère des Finances, hein, au travers de BPI, et une autre qui est couverte et cofinancée par la région. Ensuite, on a d'autres dispositifs, hein, qui sont l'aide à la création d'entreprise, avec la possibilité, au travers d'un plan de dépenses qui est défini et d'un calendrier d'embauche, d'obtenir des subventions jusqu'à 5 000 € par emploi créé. Donc là, c'est un dispositif qu'il ne faut pas négliger, même si les enveloppes, elles sont annuelles et que parfois elles sont un peu épuisées. Là, on arrive plutôt en fin d'année. Il se peut qu'il y ait des dispositifs qui soient, des lignes de financement et de budget qui soient épuisées, mais c'est déjà l'occasion aujourd'hui de rediscuter avec vos interlocuteurs pour vous positionner sur le début d'année 2023. Alors, on va parler un peu de subventions maintenant, hein. Les subventions, c'est pas évident d'en parler parce que les dispositifs sont très changeants. Euh, Vous avez un site qui est très très bien qui s'appelle lesaides.fr, hein, qui recense pas mal de dispositifs existants. Mais moi, je vous invite quand même à finalement à créer votre propre démarche de recherche de subvention, de dédier une personne dans l'entreprise, alors pas à temps plein bien sûr, mais de dédier une personne qui va essayer de s'abonner, suivre un peu les newsletters des différents financeurs dans l'écosystème afin de pouvoir être invité aux différents webinaires ou présentations physiques autour des dispositifs de subvention et d'innovation, voire même, pourquoi pas, d'être en veille auprès de structures qui peuvent accompagner, comme nous on le fait, sur l'obtention de subventions. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les bons outils et les bons interlocuteurs et d'avoir une bonne vision de la cartographie des dispositifs qui existent. Sachant que souvent, il y a trois dimensions. La première, c'est la taille de votre entreprise. Il y a des dispositifs qui sont propres aux entreprises en création, d'autres qui sont dédiés aux TPE, PME, d'autres aux ETI et plutôt aux grands groupes. Voilà, donc il y a vraiment cette logique de quelle est l'entreprise adressée ou qui sollicite la subvention. La deuxième, parce que donc il y a trois angles, hein, il y a trois dimensions. La première, donc c'est la taille d'entreprise. La deuxième va être sur le positionnement géographique. Si je pars du plus grand au plus local, je vais avoir des aides européennes avec des contraintes qui sont très très fortes, parfois l'obligation de passer par des consortiums ou par des niveaux de dépenses qui sont très élevés. Euh, on va ensuite descendre sur des aides nationales, voire régionales, voire au niveau de la collectivité. Il y a pas mal de dispositifs qui existent au niveau de la MEL, mais aussi au niveau d'Amiens Métropole et autres agglomérations de la région. Et puis enfin, j'ai envie de dire, sur du local, voire de l'ultra-local, avec à la fois des aides au niveau des collectivités territoriales, voire même de la mairie, ou tout simplement des dispositifs qui sont propres à certains secteurs, certains segments. On avait par exemple le Fonds 3 Suisse qui, à un moment donné, faisait des versements de subventions en fonction d'un plan d'embauche, en parallèle du plan de création d'emploi que j'évoquais avec le contrat création de la région. Donc faut être attentif à tout ça et en fait ça prend du temps. Ou alors vous passez, comme je le disais, par des structures qui accompagnent et qui ont développé leurs propres outils, qui font cette veille finalement pour l'ensemble de leurs clients et qui capitalisent un peu dessus et qui vous orientent après derrière sur le troisième axe qui est finalement la typologie d'investissement que vous avez. Et là, je vous ai mis les différents types d'investissements, hein. C'est ce qu'on parle d'un investissement ou d'un renouvellement d'un outil de production. Est-ce qu'on parle d'investissement immobilier? Est-ce qu'on est sur la réunion de sommes pour faire de la croissance externe ou pour faire du rachat d'entreprise? Parce qu'il y a il y a des dispositifs qui existent. Est-ce qu'on est dans une logique de digitalisation ou de économie d'énergie avec, pourquoi pas, des opérations de refonte de systèmes d'information pour tout ce qui est digital ou d'investissement matériel pour faire de l'économie d'énergie, à la fois dans les éclairages, pompes à chaleur, etc., etc. Et il y a des aides qui existent là-dessus qui allègent considérablement l'investissement. Est-ce qu'on est dans des logiques
de prospection à l'international, sachant qu'il y a des dispositifs ex-Coface qui aujourd'hui sont pilotés par BPI en partenariat avec Business France, pour notamment mettre du VIE ou tout simplement pour financer des dépenses liées à de la prospection commerciale. Est-ce qu'on est sur du développement de nouveaux produits? Et là, on revient un peu sur l'aide à l'innovation qui peut intervenir sur les phases de prototypage avec ce qu'on appelle les bourses French Tech, bourse French Tech Émergence. Je prends pas mal de dispositifs, mais comme le webinaire il est enregistré, vous pourrez revenir dessus. Et puis quand vous allez sur le site de BPI qui porte l'ensemble de ces aides-là, vous verrez que le site il est très très bien fait. Et puis je transmettrai aussi à Cassandra le support du mois de juin que BPI avait communiqué à l'ensemble des parties prenantes lors de leur réunion de juin 2022. Hein. Il n'y a rien de confidentiel, au contraire. L'idée, c'est de promouvoir les outils existants sur le territoire. Et puis, on a aussi parfois le besoin de consolider un peu la trésorerie. On a des dispositifs qui viennent en appui et en complément de la levée de fonds. Je pense aux prêts d'amorçage. Ce n'est pas de la subvention, hein, puisque ce sont des prêts qui se remboursent, mais avec des différés qui sont conséquents, qui vont de 12 à 36 mois, et donc qui vous permettent après, derrière, une fois qu'on fait la synthèse de tout ça, de réunir des sommes d'argent qui sont conséquentes. Alors nous, on a un outil qui s'appelle Kesam, hein, plutôt c'est notre offre, et qui permet d'aller chercher des subventions, prêts à taux zéro, etc. Ce qui est important, encore une fois, c'est de bien qualifier votre besoin et de bien vérifier l'éligibilité au projet. Il y a comme tout contrat et comme tout dispositif, parfois euh, des petites lignes, on va dire, dans les conditions à respecter qui peuvent être pénalisantes ou qui peuvent vous exclure des dispositifs. Il y a des choses toutes bêtes, mais il y a des dispositifs qu'on ne peut pas aller chercher si on a plus de 18 mois d'existence. Donc ça veut dire aussi qu'il faut planifier, qu'il faut anticiper et encore une fois définir la stratégie d'obtention de ces subventions et de ces investissements, on va dire, à taux préférentiel. Voilà. Je reviens pas sur. Enfin, j'ai une dernière slide sur la partie rédactionnelle dossier. Ça prend beaucoup de temps, malgré tout, et c'est parfois des dossiers qu'il faut savoir déléguer. Mais pas trop non plus, parce que les demandes, elles doivent être construites, les argumentaires doivent être bien étayés. Il faut absolument qu'on mette bien en perspective votre modèle économique, les éléments de croissance et la capacité de remboursement. Et puis, on sait que c'est pas toujours évident de faire le grand écart entre tout cela. Il y a un temps de suivi, on va dire, des démarches, des process. Et puis surtout, il y a un relationnel à entretenir avec les acteurs du financement. Et donc, c'est important de bien les connaître pour anticiper leurs besoins, anticiper leur calendrier et puis être le plus réactif possible dans leurs demandes. Voilà, comme promis, j'ai fait une petite quarantaine de minutes. Je pense vous avoir donné un petit peu l'essentiel. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui existent, hein, encore une fois, et je vous ai donné le site lesaides.fr. Je vous invite à aller sur le site de BPI qui est très bien fait. Une fois que vous ferez un peu vos recherches, vous allez retomber encore une fois peut-être sur l'ADEME, peut-être sur la CARSAT qu'on évoquait tout à l'heure, qui, quand on fait de l'investissement dans les entreprises, alors dans votre entreprise notamment, pour changer les équipements et pour mettre vos salariés dans les meilleures conditions de travail, il existe aussi des dispositifs de subvention. Mais voilà, une fois que vous avez tout ça, il faut prendre le temps, il faut explorer et il faut finalement, un peu comme pour la levée de fonds, sélectionner les subventions qui sont peut-être les plus accessibles et donc la nécessité de s'appuyer sur votre environnement, vos incubateurs quand vous êtes là, ou on va dire les acteurs les réseaux dans lesquels vous gravitez, pardon, hein, le Clubster notamment, et puis pourquoi pas d'autres réseaux comme Réseau Entreprendre, etc., et bien d'autres réseaux existants sur la place. Voilà, en synthèse, donc le business model avant tout, et puis bien définir votre besoin. Je me répète, hein, vous allez dire, mais c'est encore une fois, c'est cette synthèse, et je veux vraiment que vous ayez ça à l'esprit, que vous repartiez avec ça, avec vraiment cette décomposition du besoin, le matériel, l'immatériel, ce qui est commercial, ce qui est du recrutement, avec, on va dire, une approche la plus pragmatique possible et
et la plus juste par rapport à vos ambitions, hein. Quand on me dit qu'on veut devenir un leader national, voire international en 2-3 ans, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, encore une fois, ça se fait avec des moyens qui sont importants. S'implanter dans un pays, ça coûte beaucoup d'argent, ou en tout cas venir être visible sur ces marchés-là à l'étranger, ça nécessite de dépenser pas mal de cash et puis de faire du recrutement. Une fois que vous avez déterminé ça, bah, c'est connaître à l'instant T la chaîne de financement, mais surtout, encore une fois, mettre en place votre veille pour pouvoir être alerté par les nouveaux dispositifs qui apparaissent, parce que ça bouge énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution sur étagère pour avoir un screening parfait de toutes les aides qui existent. Et puis du coup, donc définir votre plan de financement et votre stratégie avec, encore une fois, j'insiste, fonds propres, bancaires, et puis toutes les aides, subventions, mais qui vont aussi être très dépendantes de votre niveau de fonds propres. Donc on mène tout ça un peu de front, mais toujours avec cet ordre-là, fonds propres, et puis derrière le bancaire et le non, enfin, le non dilutif de façon générale. Et puis la dernière qui peut être en option si vous le gérez en interne, hein, vous n'avez pas la nécessité de le faire, mais dans ce cas-là, vous faire accompagner, conseiller ou dédier quelqu'un sur ce process de financement et cette recherche de subventions qui peuvent être chronophages, mais qui en même temps bah, sont très vite couverts si vous arrivez à obtenir les subventions au regard du temps qu'il y a à passer pour constituer les dossiers. Voilà, j'en ai terminé. Et puis, je vous propose d'accéder à vos questions-réponses, puisque Cassandra, elle m'a pas interrompu pendant ma présentation. Oui, alors on vient juste, Et donc, merci j'espère que d'être vous avez là, un peu réagi. Julien. On Oui. vient juste d'avoir une question de Cindy qui se demande si il existe des subventions propres à la Silver Economy. Alors, il va y avoir, alors peut-être, alors, je ne sais pas si on peut parler de subventions propres, mais on a ce qu'on appelle les appels à projets. Vous avez les programmes d'investissement d'avenir, les PIA. Et donc là, on va commencer à rentrer plus sur des logiques de stratégie nationale, voire européenne. Et donc oui, autour de cela, on va avoir ces fameux appels à projets avec ces programmes d'investissement d'avenir qui là, pour le coup, sont vraiment sur les verticales métiers. Donc ça, c'est vraiment quand je prends de la hauteur et que je vais sur du très très haut, j'ai envie de dire. Mais ensuite, si on redescend un petit peu à l'échelle régionale, bah, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont promus par des structures bah, du type de Rasanté, hein, notamment. Et après, on va rentrer un petit peu aussi sur les aides européennes, hein, si on rentre aussi sur les logiques nationales. Mais ces dispositifs-là, du coup, souvent sont sur ce qu'on appelle de la R&D ou de la recherche en consortium. Et donc, ça veut dire aussi que vous devez avoir la capacité de soit venir vous greffer sur quelque chose qui est existant, soit à ce moment-là, c'est vous qui prenez un peu le lead, mais il faut être un peu structuré, même si j'ai déjà vu des jeunes entreprises et des startups qui pilotaient un peu le projet, mais ça nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Mais oui, oui, il faut y aller, faut être en veille par rapport à tout ça. Je reviens sur les fameuses newsletters, les alertes, les notifications, etc. Mais il faut aller là-dessus et puis il faut faire un peu de lobbying. Quand je dis lobbying, enfin, c'est peut-être pas de lobbying, mais en tout cas, il faut être présent dans ces instances-là pour finalement être assez vite averti et alerté sur les dispositifs qui vont sortir. Parce qu'après, bah, plus on va taper haut, plus on a des montants qui sont importants, mais plus on a on va dire, d'intensité concurrentielle, hein, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui dépose les dossiers, et donc faut sortir du lot en étant impactant. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt peut-être de se faire accompagner, ou en tout cas d'avoir des personnes qui soient dédiées à la recherche de financement dans vos entreprises. J'espère que j'ai répondu. Je vais Très bien, peut-être merci. départager pour avoir une vision un peu plus. Hop, là. Je vais départager et me mettre du coup le chat. Est-ce Merci que vous Julien avez d'autres pour ces questions? éléments de réponse. Oui, justement, j'allais y venir. Avez-vous d'autres questions? Vous m'entendez? Oui.
Oui, Oui, bonjour, Cindy Sannier, je suis responsable marketing et communication chez Neuralia. Donc nous, en fait, on a créé une marque de compléments alimentaires neuroprotecteurs et justement, on travaille activement sur une levée de fonds. Et donc, je voulais savoir au niveau des business angels, s'ils étaient justement segmentés par catégorie, on va dire Silver Eco, santé, etc., ou si c'est un fonds qui est assez généraliste. d'accord. Alors, deux choses par rapport à ça. La première, on a aussi des verticales, j'ai envie de dire, et ça me permet de faire un petit clin d'œil à Investinov, qui est porté par le Clubster, qui finalement, on avait hier soir, bon, c'est une soirée trimestrielle qui met en avant 4 porteurs de projets en moyenne, qui sont dans des logiques de levée de fonds, souvent en amorçage ou ce qu'on appelle en série A, donc la Mm. partie développement. Et donc, au cours de ces soirées-là, c'est très ouvert à l'ensemble de l'écosystème DBA de la région. Et donc, on va retrouver des business angels santé, mais aussi d'autres, parce que même si c'est porté par le Clubster NSL, c'était une initiative autour des investisseurs en santé, mais ça s'est très vite élargi pour devenir une plateforme régionale. Donc, on a des business angels santé qui viennent sur des événements qu'on va qualifier généraux, mais on a aussi des associations de business angels qui sont très spécialisées. On a Angel Santé, mais on a North Digital Angel aujourd'hui qui sont plutôt orientés sur la partie digitale. Mais si je voulais un peu témoigner de aujourd'hui comment fonctionnent les business angels, initialement ils allaient là où ils étaient les plus pertinents ou là où ils avaient le plus d'expertise et parce qu'ils se sentaient le mieux pour évaluer les projets. Mais la culture on va dire, de l'investissement auprès de Business Angels s'est démocratisée, elle s'est accélérée, aussi parce qu'on a des acteurs des anciens chefs d'entreprise qui ont fait des exits, qui ont vendu leur boîte et qui aujourd'hui ont le souhait de réinvestir dans l'écosystème local. Et donc, du coup, bah, ces gens-là se tournent naturellement vers l'écosystème qu'ils connaissent. Et puis après, il y a un moment donné, bah, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Celui qui investit en bourse, on lui dit qu'il faut diversifier son Oui, portefeuille d'actions. Bah, c'est un peu la même logique pour eux. En fait, ils se disent, bah, moi, je sais bien, je m'y connais en santé, mais j'aimerais bien investir ailleurs, sauf que je m'y connais pas. Et mm, en fait, au travers d'événements comme Investinov, pardon, les business angels se rencontrent, échangent. Et puis, bah, moi, je m'y connais en santé et ce projet-là, il est chouette. Et puis, en fait, il y en a un autre qui est plus peut-être sur l'agroalimentaire ou qui est plus sur ouais, l'industrie ou autre. Il va dire, bah, ok, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Et en fait, on a des regards croisés et on se retrouve à avoir des co-investissements avec finalement des têtes de pont. Et on va dire des espèces de leaders. Et puis celui qui est fort en santé, ben, il va conseiller, il va dire en quoi il trouve que le projet est intéressant. Et puis il va s'appuyer sur l'avis de son co-investisseur, business angel, expert en numérique ou autre. Et donc, on l'a de plus en plus. Maintenant, d'accord. c'est clair que en fonction de votre stade de maturité sur de l'amorçage, il faut ouvrir large. Mm, Parce que ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui mette le cash, malgré tout, ça reste primordial. Et puis qu'il soit quand même dans l'écosystème régional dans un premier temps, voire qu'il puisse vous ouvrir des portes par ailleurs un peu à une échelle plus importante. Et puis la deuxième étape, quand on commence à aller en série A ou en ce qu'on appelle sur du capital risque, voire capital développement. Là, pour le coup, on va plutôt aller chercher des fonds d'investissement qui sont spécialisés. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, Seventure et compagnie, bref, pour parler de la santé, mais pas que, hein, et qui du coup ont des enveloppes d'investissement qui sont plus lourdes, parce qu'on a besoin de moyens plus importants, et donc du coup, là, pour le coup, qui sont dédiés à, et qui surtout ont du réseau. Ont du réseau, ont oui, des prises de participation. Et là, on revient donc sur cette logique de peut-être de vous mettre en lien avec des acteurs du métier, voire pourquoi pas de venir compléter vos solutions avec des acteurs existants pour accélérer votre développement. Donc, alors c'est facile pour moi d'animer ce genre de webinaire parce que c'est du retour d'expérience et surtout c'est souvent des réponses de Normand, hein. C'est souvent un peu oui, un peu non ou c'est souvent il y a des avantages et des inconvénients. oui, Parce que finalement il y a pas il y a pas de recette miracle, il y a pas de parcours standard. Ce qui compte encore une fois, c'est que vous ayez vos fonds et j'en profite, comme je vois pas de questions dans le chat, hein, mais n'hésitez pas à mm, lever la main ou quoi que ce soit, je développe un peu. Peut-être que ça éveillera d'autres. Enfin, pardon, ça suscitera, voilà, je vais y arriver, d'autres questions. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le cash, c'est d'avancer.
Et parfois, il ne faut pas forcément. Tout à l'heure, j'ai donné 500 000 euros, mais parfois, il ne faut pas forcément aller chercher 500 000 euros tout de suite. Peut-être que si on a un business angel qui a un vrai coup de cœur pour le projet ou deux ou trois, et qui vous permettent de réunir 100, 150 000 euros, bah, ça vous permet en fait de gagner un peu de Mmh. temps et de pouvoir euh, avoir plus de métriques, plus de traction commerciale, peut-être finaliser le prototype ou d'aller encore un peu plus loin et d'avoir un produit qui est encore plus finalisé, plus prêt, ou avoir des meilleurs retours sur le marché pour du coup être encore plus convaincant et réduire l'estimation du risque qui est lié au projet pour les investisseurs et pour les fonds. Et OK. encore une fois, après, c'est à vous de voir ce qui est Je le judicieux. D'accord, merci pour votre réponse. Justement, je rebondis sur, les soirées Investinov, parce qu'en fait, nous, Neuralia, on est une société qui est basée, dans la région PACA. En fait, on est membre du pôle NSL. En revanche, notre siège, en fait, il est à Aix-en-Provence. On peut y participer à ces soirées ou c'est, des soirées régionales? Alors, faut en rediscuter Ouais, avec Marianne de Mester qui porte d'accord. le dispositif, parce que ça dépend ce que vous appelez implantation. Ouais, Le siège social, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais le siège social, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est d'avoir une implantation physique. Et puis après, on est dans une logique aussi de déploiement et d'investissement. La volonté, ouais. c'est un dispositif régional qui a vocation à promouvoir les projets Hauts-de-France, donc faut pas OK. hésiter. Mais on n'a rien Et avec la Haute-France, c'est pour ça, en fait. C'est que nous, on n'a aucun lien avec, la région Hauts-de-France, quoi. On pas est, encore. pas encore, voilà, mais on aimerait pouvoir, Non, mais développer. voilà, pour le coup, vraiment, OK, Marianne de Mester sera l'interlocutrice idéale. Elle connaît OK, parfaitement le dispositif et elle le porte super. pour le clubster. Donc, faut se rapprocher d'elle et elle dira. Alors, OK, c'est bien, je c'est une demanderai. illustration de ce qu'on se disait tout à l'heure. Les dispositifs de subvention, de financement, d'investissement, etc. Parfois, il y a des conditions. Un Mmh, siège social A, une taille exactement. d'entreprise avec un nombre de Ouais. salariés, un chiffre d'affaires. Pas plus de ou au moins 36 mois d'existence, etc. Et donc, c'est typiquement ça. Et avant de se lancer dans des dispositifs et de monter des dossiers et peut-être malheureusement de perdre du temps quand on se rend compte que on ne respecte pas le dernier critère ou qu'il y a le Mmh. dernier alinéa du contrat qui dit ah bah je suis obligé de vous exclure parce qu'on n'est pas dans les clous. OK, très bien, merci. Et j'ai une dernière question au niveau de la levée de fonds. Souvent, je vois passer sur LinkedIn des entreprises qui lèvent, par exemple, 5 000 000 €. Vous pensez que c'est, dans le secteur de la nutraceutique, hein, dans notre domaine, donc du complément alimentaire. Ces sociétés, elles ont déjà fait, en fait, d'autres petits fonds, auparavant auprès de BA et elles ont pas forcément communiqué ou Ouais, très enfin, certainement. ouais, Très voilà, en général, OK. certainement. Et après, alors, c'est pas toujours vrai. Encore une fois, je suis sur mes réponses de Normand, mais par expérience, une entreprise qui annonce une levée de fonds de 5 millions, Mmh. généralement, elle a tendance à englober beaucoup de choses. Il y a OK, la levée de fonds en equity, il y a souvent les dispositifs, enfin, le bancaire qui est associé à, OK. souvent elle met les subventions. Parce que ça fait bien et parce qu'il faut grossir le chiffre, on y met aussi parfois les tours précédents, Mmh. voire les prêts d'honneur ou les choses comme ça. Donc, faut toujours être un petit peu vigilant enfin, vigilant. Oui, Faut oui. toujours prendre avec un peu de recul, on va dire, ce qui est communiqué. Et voilà. Mais bon, quand on annonce 5 millions, c'est pas qu'on a fait 2 millions non plus, hein, donc voilà. Oui, oui. OK. Mais souvent, il y a Très bien. des étapes intermédiaires Oui, voilà. parce que de toute façon, de toute façon, il y a un sujet qui est très simple. Je parle de limiter la dilution. Si vous levez 5 millions d'euros, ça veut dire que vous avez vendu normalement une valeur d'entreprise à aujourd'hui qui est très très forte Mmh. et qui est au moins de 10 millions d'euros, j'ai envie de dire, voire plus. Ouais, Parce que sinon, si on met 5 millions d'euros chez vous et que vous en valez 10, ça veut dire déjà que vous avez lâché un tiers de la boîte. ouais, Voilà. 10 avant, les 5 nouveaux, ça fait 15. Et donc, ça veut dire qu'ils ont mis 5 millions d'euros sur une nouvelle entreprise qui en vaut 15 maintenant. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris un tiers ouais. du contrôle de OK. l'entreprise. Et on sait que le principe, hein, je l'évoquais tout à l'heure, Mmh. les subventions et les financements bancaires sont primordiaux pour vous, entreprise, parce qu'elles vous permettent de rester propriétaire Oui. de votre entreprise. OK, très bien. Merci beaucoup. D'autres questions, remarques, témoignages peut-être hein, peut-être qu'on a autour de la table des personnes voilà, qui sont déjà allés chercher des subventions et qui pourraient nous dire comment ils pratiquent. Est-ce qu'ils le font en interne, témoigner du temps qu'ils y consacrent? Personne?
Je vois des noms où je sais qu'ils sont déjà allés chercher de la subvention dans le cadre de leurs activités. Cassandra, on est dans le timing. Oui. S'il y a plus de questions, de partage d'expérience, je vous propose de clore ce webinaire. Un grand merci à toi, Julien, pour ces échanges enrichissants. Et merci à tous pour vos participations. Je vous renvoie un mail avec la présentation et le bulletin BPI dont Julien vous a parlé au fil de la présentation. Et puis vous aurez mes coordonnées donc, dans le support, et n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous reviennent, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée à vous. Bonne journée, au Merci revoir. à tous. Merci, bonne journée. beaucoup. Au revoir. Merci Cassandra. Au revoir, bonne journée. Voilà, nous ne sommes plus que de Je te laisse Julien. couper l'enregistrement. Oui.